Glissement de terrain catastrophique en Russie, chute de grêle monumentale en Arabie Saoudite, super typhon Sinlaku sans précédent dans le Pacifique, vague de tempêtes dévastatrices aux États-Unis. Dans cette édition, vous découvrirez les événements climatiques les plus anormaux de la semaine écoulée. Vous apprendrez également quel est le facteur clé de survie lorsque les protocoles de secours habituels échouent au moment le plus critique. Arabie Saoudite. Depuis le 13 avril, des pluies torrentielles, des orages et des chutes de grêle extrêmes se sont abattues sur l'Arabie Saoudite. Dans la capitale, Riyad, les averses ont engendré en quelques minutes seulement des crues soudaines, qui, mêlées aux grêlons, se sont transformées en véritables rivières de glace. Dans certaines zones désertiques, l'épaisseur de la couche de grêle a dépassé 1 mètre. Ces blocs de glace, d'une taille inédite, ont causé la perte de nombreuses têtes de bétail, portant un coup dur aux éleveurs locaux. Les intempéries ont été accompagnées de vents violents soufflant à près de 60 km/h, provoquant une chute brutale de la visibilité et des perturbations majeures du trafic routier. Dans la ville de Sakaka, des masses de sable soulevées dans les airs ont teinté le ciel d'un orange vif saisissant. Pendant ce temps, dans la région d'Al-Qassim, la puissance des rafales a renversé plusieurs poids lourds. Vietnam. Depuis le 16 avril, les provinces du nord du Vietnam sont frappées par une tempête d'une violence inouïe, accompagnée d'orages, de vents violents et de grêle. Le 17 avril, dans la province de Tay Nguyen, une femme a perdu la vie suite à la chute d'un arbre. La province de Lao Cai a été particulièrement touchée, notamment dans la commune de Bac Ha, où une chute de grêle extrême s'est produite. Des blocs de glace mesurant jusqu'à 7 cm ont transpercé les toits des maisons, brisé des fenêtres et endommagé des véhicules, dans un fracas assourdissant. Les témoins soulignent que cette grêle a été plus longue, plus intense et plus destructrice que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Des rafales de vent puissantes ont arraché les toits de plus d'1 millier de bâtiments. 4 personnes ont été blessées lors de l'effondrement d'une maison. Les éléments ont détruit plus de 200 hectares de culture et environ 370 hectares de vergers, ciblant principalement les pruniers et les poiriers. Les fruits ont été mis à terre en quelques minutes. Les habitants ont pratiquement perdu leur récolte, qui constitue leur principale source de revenus. De plus, la tempête a causé la perte d'environ 500 têtes de volailles. Malaisie. Le 19 avril, durant la nuit, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans un village côtier sur Piloti, dans l'état de Sabah, sur l'île de Bornéo. En raison du vent fort et de la proximité des maisons en bois, le feu s'est propagé rapidement à travers le village. Les flammes ont envahi des rangées entières de constructions, en l'espace de quelques minutes. La situation a été compliquée par la marée basse, empêchant les pompiers d'accéder à une source d'eau ouverte, tandis que les voies d'accès étroites freinaient le passage des engins. Néanmoins, après 2h30 de lutte, l'incendie a pu être maîtrisé. Selon la police locale, aucun décès n'est à déplorer, bien que certaines personnes aient subi des blessures légères en tentant de sauver leurs biens ou d'aider les autres. Dans cette localité, qui abrite l'une des communautés les plus pauvres du pays, le feu a détruit plus de 80% des habitations. Plus de 9000 résidents se retrouvent sans abri. Les autorités ont ouvert 3 centres d'évacuation et la zone a été déclarée zone de catastrophe naturelle. Le typhon Sinlaku. Le super typhon Sinlaku est devenu l'un des cyclones tropicaux les plus puissants et par ailleurs les plus anormaux de l'ouest de l'océan Pacifique. Il s'est formé au-dessus des eaux de la Micronésie comme un simple amas d'orage, mais le système a ensuite commencé à se développer à une vitesse totalement atypique. En 72 heures environ, il est passé du stade de dépression tropicale à celui de super typhon de catégorie 5, avec des vents dépassant les 280 km/h. À un certain moment, le renforcement a atteint environ 120 km/h en 24 heures, un niveau d'intensification extrêmement rapide, proche des limites supérieures jamais observées. Le facteur clé de ce renforcement a été la température anormalement élevée des eaux océaniques.
Au sud-est de l'île de Guam, là où le système gagnait en puissance, la température de surface atteignait 30 à 32 degrés Celsius, ce qui est nettement supérieur à la normale climatique, surtout pour un mois d'avril. Le pic de la saison des typhons dans cette région survient habituellement en juin. Un cyclone tropical d'une telle puissance en avril est un phénomène rarissime. Les observations satellites ont également révélé une structure verticale extrêmement rare. La température au sommet des nuages dans la zone de convection centrale était d'environ moins 95,7 degrés Celsius. Cela correspond pratiquement au niveau de la tropopause, la limite supérieure de la troposphère. Cela signifie que les courants ascendants à l'intérieur de la tempête étaient si puissants qu'ils perçaient les couches supérieures de la troposphère. Une telle structure témoigne de l'efficacité énergétique extrêmement élevée du système, où la chaleur latente de l'océan est convertie très rapidement en énergie cinétique de rotation. De plus, Sinlaku s'est distingué par son ampleur et sa lenteur. Selon le Service météorologique national des États-Unis, à Guam, la zone des vents de force typhon s'étendait sur environ 443 km depuis le centre. Les territoires sur lesquels Sinlaku a pratiquement stagné ont subi des vents destructeurs et des précipitations intenses pendant 48 heures consécutives, multipliant ainsi les dommages. Le typhon a laissé derrière lui des maisons détruites, des routes endommagées et des infrastructures portuaires dévastées, provoquant également des pannes critiques d'électricité et d'eau. Dans certains districts de l'État de Chuuk, jusqu'à 75% des réseaux de distribution électrique ont été hors d'usage. Les communications téléphoniques, y compris avec les services d'urgence, étaient quasi inexistantes, compliquant lourdement la coordination des secours. Les éléments ont coûté la vie à au moins 4 personnes, et le bilan pourrait s'alourdir à mesure que les informations parviennent des zones isolées. Le choc principal de ce monstre s'est porté sur les îles Mariannes du Nord, notamment Saipan et Tinian. Le mur de l'œil est passé directement sur ces territoires, où des vents soutenus d'environ 233 km/h, avec des rafales à 282 km/h, ont été enregistrés, correspondant à la catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson. En plus du vent, l'onde de tempête a joué un rôle critique. Sur certains secteurs, les vagues ont atteint 9 mètres, provoquant des destructions massives sur le littoral. Une partie de la population s'est retrouvée dans des centres d'évacuation, tandis que des centaines de touristes ont été bloqués suite à l'annulation des vols. L'île de Saipan, célèbre pour ses stations balnéaires et la plongée, s'est retrouvée paralysée. 6 personnes se trouvant à bord d'un navire endommagé ont disparu pendant le typhon. Le contact a été perdu le 16 avril. Malgré les recherches menées par les gardes-côtes américains, elles n'avaient toujours pas été retrouvées, 4 jours plus tard. États-Unis. La semaine dernière, le centre des États-Unis a subi une série de tempêtes. Le 17 avril, le système a atteint son apogée, provoquant une vague massive de tornades. Selon les données préliminaires, plus de 70 cas ont été enregistrés, dont certains estimés à la catégorie EF3. Les premières zones touchées ont été le Minnesota, où, près de la ville de Rochester, les tourbillons ont traversé des quartiers résidentiels, endommageant des bâtiments et arrachant des toits. Dans la ville de Marion, environ 30 maisons ont été endommagées et des quartiers entiers ont été jonchés de débris, d'arbres déracinés et de fragments de structures. Dans la petite ville de Ringel, au Wisconsin, une tornade a endommagé environ 75 maisons. Certaines personnes se sont retrouvées bloquées dans des sous-sols et ont eu besoin de l'aide des sauveteurs. La veille, le 15 avril, un homme est décédé après avoir été frappé par la foudre à Waukesha. De lourdes conséquences ont été signalées dans l'Illinois et le Missouri, où la force des éléments a frappé aussi bien les zones résidentielles que les infrastructures urbaines. Les réseaux de services essentiels ont subi des dégâts majeurs, notamment les lignes électriques, laissant une grande partie du territoire sans lumière.
Parallèlement aux tornades, la région a été frappée par de la grosse grêle. Des centaines d'épisodes ont été rapportés durant la semaine, avec des grêlons dépassant parfois les 7 cm. La glace a brisé des voitures, des fenêtres et des toits, aggravant le bilan des tornades. Cependant, ce sont les inondations qui ont causé le plus de dégâts. Dans la région des Grands Lacs, particulièrement dans le Michigan et le Wisconsin, des pluies prolongées sur des sols saturés d'eau, combinées à une fonte des neiges active, ont entraîné des inondations massives. Les rivières ont débordé, atteignant par endroits des niveaux records. Le niveau de la rivière Muskegon a dépassé les seuils historiques, forçant l'évacuation immédiate des habitants des zones inondables en aval du barrage de Croton. Les digues ont subi une pression critique. Par endroits, l'eau passait par-dessus les structures de protection et la rupture de certaines digues en terre a provoqué l'inondation de quartiers résidentiels, affectant des centaines de personnes. Un responsable a qualifié cette inondation de sans précédent, précisant que malgré la résilience des habitants locaux, l'ampleur du désastre a dépassé leur capacité de réaction. Russie. Après des précipitations et des inondations records, une nouvelle calamité a frappé le Daghestan, les glissements de terrain. Le sol des pentes montagneuses, saturé d'humidité, s'est mis en mouvement, glissant lentement et emportant sur son passage routes, lignes de communication et bâtiments. Dans le district de Levachinsky, un glissement de terrain s'est étendu sur plusieurs kilomètres. Des tonnes de terre ont fini dans la rivière Naker, obstruant son lit et créant un risque d'inondation pour les localités voisines. Dans le district de Dahadaïevski, les habitants du village d'Urkarak ont observé pendant plusieurs jours les éléments détruire ce qu'ils avaient mis des années à bâtir et à créer. Des bâtiments qu'ils pensaient construits pour l'éternité se sont effondrés comme des châteaux de cartes. 28 maisons ont été totalement détruites et une centaine d'autres restent menacées d'effondrement. Environ 200 personnes ont été évacuées de la zone de danger. La terre continue littéralement de se dérober sous leurs pieds. Un poste sismologique local enregistre en continu des mouvements de terrain sur une surface de plus de 16 hectares. À Urkarak, le réseau d'eau a également été endommagé et des camions-citernes ont été mobilisés pour approvisionner les habitants. Dans le district de Dagadaïevski, les routes d'importance régionale et locale, ainsi qu'un pont en pierre, ont subi des dégâts considérables. En avril, les zones montagneuses du Daghestan ont été littéralement ensevelies sous la neige. Par endroits, les congères atteignaient 2 mètres, laissant les habitants isolés du monde extérieur et sans communication pendant des semaines. Dans les districts de Laksky et Koulinsky, des maisons se sont effondrées sous le poids de la neige. L'aide humanitaire a dû être acheminée par l'aviation du ministère des Situations d'urgence. Des avalanches, ressemblant davantage à des chutes d'eau et des éboulements, ont coupé du monde les villages du district de Tliaratinsky. La station météorologique de haute altitude Soulak a été recouverte par des précipitations records. Un employé a dû être évacué par hélicoptère de ce piège de neige. Le 13 avril, dans le district de Tsumtinsky, après plusieurs jours de fortes précipitations, une avalanche s'est produite, ensevelissant une partie du village de Shaitli. Des habitations ont été touchées. L'opération de sauvetage a été considérablement entravée par des conditions météorologiques défavorables et des problèmes de communication et d'électricité. Certaines personnes ont pu être sauvées par les habitants eux-mêmes, qui ont déblayé à la main la neige et les débris pour extraire les victimes des décombres. Une mère et son fils de 7 ans sont restés bloqués sous la masse de neige pendant 8 heures. Ils ont été extraits vivants, mais la femme a succombé à ses blessures à l'hôpital. Si l'on observe l'évolution des catastrophes climatiques actuelles, une évidence s'impose. L'être humain se retrouve presque toujours seul face aux éléments. Ces événements surviennent de manière trop soudaine. Ils se développent à une vitesse fulgurante et durant les premières minutes, voire les premières heures, les services de secours sont physiquement dans l'incapacité d'intervenir. Même avec un système de réaction parfaitement organisé, il existe une limite de rapidité. À cela s'ajoute un autre facteur, l'accessibilité du terrain. Routes détruites, décombres, inondations, météo extrême, tout cela peut isoler totalement une zone sinistrée. En réalité, la première personne capable de nous venir en aide dans une situation d'urgence, c'est notre voisin.
Dans les actualités, nous entendons fréquemment que des habitants aident à déblayer la neige, à dégager les débris après un séisme, ou que, faute d'équipement, ils creusent à main nue après un glissement de terrain. Mais tant que nous ne sommes pas nous-mêmes prêts à aider notre voisin, nous ne pouvons pas attendre d'aide de sa part. Il est exactement comme nous et vit dans les mêmes conditions. Il est nécessaire d'être soi-même un exemple pour les autres et de garder à l'esprit notre responsabilité envers les membres de notre famille et nos voisins. Il est primordial d'avoir des scénarios de réaction établis, car dans des situations extrêmes, les gens peuvent se désorienter eux-mêmes et désorienter les autres. Il faut comprendre que tout comme nous observons les autres, ils nous observent également. Réfléchissez. Sauriez-vous comment agir lors d'une inondation, d'une tornade ou d'un tremblement de terre? Ces scénarios doivent être prévus à l'avance, même pour des cataclysmes qui n'ont jamais eu lieu dans votre région auparavant. Car aujourd'hui, ils étendent leur géographie et surgissent dans les endroits les plus inattendus. C'est pourquoi la volonté d'aider son voisin, la responsabilité et des plans d'action réfléchis sont les éléments qui peuvent sauver des vies.